Le parc animalier de Sainte-Croix vous présente Naturellement Moselle. Bonjour et bienvenue dans Naturellement Moselle. Je suis à Courcelles-Chaussy au sein du campus d'enseignement agricole, un établissement réputé et bien connu sur le Grand Est. Aujourd'hui, nous allons parler de formation professionnelle et de reconversion aussi vers le monde de l'agriculture et des espaces verts. Je serai d'ici quelques instants aux côtés d'Angélique Albrecht-Rouillère, la directrice du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Mais avant, commençons avec le premier reportage réalisé par la rédaction de Moselle TV. En 2020, l'Agence de la transition écologique avait lancé un défi plutôt étonnant, planter un slip dans son jardin pour étudier la biodiversité des sols. Depuis 2 ans, le lycée agricole du Val-de-Seille à Château-Salins utilise l'opération Plante ton slip comme support pédagogique auprès d'une classe de 3e en enseignement agricole. Ghislain Schumacher a rencontré les élèves pour faire un point sur cette opération pour le moins loufoque, mais ô combien sérieuse. 2 mois après les avoir plantés à 15 cm de profondeur, les collégiens et leurs professeurs vont déterrer leurs objets d'étude un peu particuliers. Après quelques coups de pelle, le premier slip remonte à la surface. Il ne reste que quelques lambeaux de coton. Si vous regardez, vous pourrez faire passer, mais c'est devenu tout fin. Il reste déjà plus grand chose. En peu de temps, la biodiversité de ce champ de luzerne a agi de manière spectaculaire sur ce morceau de tissu. C'est les petits insectes, les vers de terre, les fourmis, tout ça, ça fait un grand enjeu dans le sol. On peut savoir si la terre, c'est de la bonne terre, donc on peut savoir quelle culture on va mettre dessus. Car plus la biodiversité est active dans les sous-sols, plus la terre sera fertile. En tout, 13 slips ont été plantés dans des parcelles caractéristiques de l'exploitation afin de les comparer. Direction cette entrée de champ où les machines agricoles tassent grandement la terre. Malgré qu'en creusant le trou, on n'ait pas vu de vers de terre sur cette parcelle-là, juste un forficule, il y a quand même de la vie dans le sol. Grâce à la réédition de cette opération, les élèves peuvent comparer les résultats des 2 dernières années et adapter leurs pratiques en fonction. C'était une parcelle qui l'année dernière avait été ensilée en mai, donc passage de grosses machines en mai. Cette année elle a été faite en foin, donc il y a seulement là en juin, peut-être que ça a joué un petit peu aussi. Et l'idée avec les élèves, c'est effectivement d'année en année d'améliorer tout ça grâce à des indicateurs comme le test du slip. Cette expérience ne se limite pas au cadre éducatif, puisque de nombreux exploitants utilisent aussi les slips pour étudier leurs terres. Cette année, les collégiens ont même élargi leur expérience à d'autres environnements, comme la forêt ou le sable, avec des résultats surprenants. Dans la forêt, il y a beaucoup d'air et il y a aussi beaucoup d'animaux, mais le slip n'est pas trop dégradé. On a vu que le slip le mieux dégradé, c'était dans le sable, alors que, on va jamais planter des semences ou des cultures dans le sable, mais ça peut être intéressant par exemple pour les maraîchers. De quoi apprendre tout en s'amusant. Les carcasses de slips seront même utilisées prochainement dans un projet artistique au sein du lycée afin de mêler l'agriculture aux arts plastiques. Et nous allons poursuivre sur les formations agricoles avec notre invité. Madame Albrecht-Rouillère, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Courcelles-Chaussy. C'est une des entités présentes ici, sur ce site à Courcelles-Chaussy? Oui, sur le site, nous avons un lycée agricole où il y a environ un peu plus de 300 élèves. Il y a un centre de formation par apprentissage, un CFA d'environ 400 apprentis, et une exploitation agricole et le centre de formation pour adultes. L'exploitation agricole qui est utilisée par les lycéens, le CFA qui est le plateau technique essentiel dans un établissement comme le nôtre, oui, qui est support pour toutes les mises en situation professionnelle. Alors le CFP,
PPA, on va le résumer. Oui. C'est une donc, branche de l'établissement qui s'adresse aux adultes. Voilà, aux adultes, alors aux salariés, aux demandeurs d'emploi, aux particuliers, à toute personne qui souhaite se former dans nos métiers. Et alors, quelles sont les formations que vous dispensez, que le centre de formation dispense? Alors nous sommes spécialisés dans les domaines du paysage, de l'agriculture et de la sécurité, mais la sécurité liée à nos métiers, donc les métiers du paysage et de l'agriculture. Les formations sont très variées. Il y a les formations continues qui se font généralement sur un an. Voilà, nous avons les formations longues, plutôt diplômantes, dans les domaines de l'agriculture et du paysage, donc le CAP jardinier paysagiste, le brevet professionnel jardinier paysagiste, jusqu'au BTS. Et nous avons des formations en agriculture, dont le CAP métier de l'agriculture, et nous avons aussi un brevet professionnel en agroéquipement. Donc là, c'est pour apprendre un nouveau métier? Voilà, qui débouche sur un diplôme, qu'ils préparent tout au long de l'année. Ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent changer complètement de travail? Voilà, on a des gens effectivement qui sont en reconversion professionnelle suite à des accidents de la vie ou à un handicap ou un licenciement. Ou tout simplement parce que dans leur métier tel que, je pense aux militaires, voilà, ils arrivent à l'âge de la retraite et ils souhaitent poursuivre une carrière. Et puis nous avons aussi des demandeurs d'emploi qui voient une opportunité intéressante puisque nos métiers font partie des métiers en tension. Donc en étant diplômés dans ces deux domaines, ils ont la chance de trouver une insertion rapide. D'accord, oui. Donc formation continue d'un côté et vous proposez également des formations bien plus courtes. Ça va de 1 jour à 2 jours, quelques 3 jours, c'est voilà. Donc ce sont essentiellement les formations dites réglementaires comme Certiphyto, Certibiocide, qui sont des formations réglementaires obligatoires pour notamment vendre ou conseiller sur des produits phyto, mais aussi tout ce qui est lié à la sécurité, permis CACES, habilitation électrique, sauveteur secouriste du travail. Donc ça, ce sont beaucoup les entreprises qui nous les demandent parce que c'est réglementaire, ils ont besoin d'être à jour dans leur plan de développement des compétences. Et nous avons aussi toutes sortes de formations qui sont aussi à l'attention des particuliers, des retraités. Par exemple, on a beaucoup de retraités sur la taille des rosiers, la taille des haies, l'apiculture. Voilà, ce genre de formation qui attire beaucoup les gens et qui demande une certaine technicité. D'accord, même les particuliers, c'est ça, peuvent en bénéficier? Bien sûr, oui, il y a différentes façons d'accéder à la formation. Mon compte personnel de formation en est un, et nous sommes éligibles au compte personnel de formation. Donc les gens voilà, s'inscrivent via la plateforme et viennent ensuite faire la formation chez nous. Quelle est la moyenne d'âge de ces candidats? Alors chez les particuliers et les salariés, en général, notre public, c'est autour de 40 ans, on va dire. Et puis après, on a des gens qui, juste avant la retraite, épuisent leur compte personnel de formation et font des formations qui leur seront après utiles pour profiter pleinement de leur retraite. Voilà. D'accord. Alors je vous propose justement de faire un focus sur une formation que votre établissement porte, mais dispensée en partenariat avec le lycée agricole de Château-Salins, une formation pour devenir apiculteur, apicultrice. Ghislain Schumacher a rencontré les stagiaires en pleine formation au milieu des ruches. Là, je vous fais un récap sur l'état de la ruche. On est sur 9 cadres. C'est parti pour une examination complète de la ruche. Fabrice et ses élèves vont scruter les moindres alvéoles pour observer l'évolution de la colonie. Une opération que les apiculteurs doivent répéter tous les 10 jours en ce début de période de floraison où les abeilles vont commencer à produire leur miel. On laisse essentiellement les stagiaires manipuler afin qu'ils soient complètement actifs. Pareil au niveau de ce qu'on va appeler la théorie. On travaille sur mode d'échange, de partage d'expérience, et suite aux 10 jours de formation, ils sont capables de gérer un rucher, d'extraire du miel et de conduire une colonie d'abeilles. Cette formation destinée aux débutants est dispensée dans seulement 2 structures dans le Grand Est. Thomas, lui, a fait même le déplacement depuis la région parisienne. Ce dernier souhaite faire de l'apiculture pour son plaisir directement chez lui. Dans mon jardin, effectivement, à côté du poulailler, un petit rucher, une ruche pour commencer. J'entends que les abeilles sont essentielles à notre alimentation et à la nature. Alors j'ai voulu contribuer au repeuplement et une démarche à la fois personnelle et collective.
D'autres stagiaires, eux, veulent faire de l'apiculture leur futur métier. Le lycée agricole forme des éleveurs d'abeilles pour la 2e année consécutive. Au-delà du regain d'intérêt pour la profession, la structure veut participer à la relance de l'activité, primordiale pour l'agriculture au sens large. Pour qu'il y ait de la pollinisation, il faut qu'il y ait des acteurs pour polliniser. Et les abeilles en sont. Et donc c'est vrai que ça a été fortement, certainement oublié. Certainement, des fois aussi, l'intensification agricole a fait qu'il a été difficile de faire en sorte que abeilles et agriculture et culture puissent être en phase. Et aujourd'hui, on en revient beaucoup à ces pratiques, notamment au niveau environnemental. Après leur dernière journée d'apprentissage au mois de juin, les apprentis apiculteurs auront les compétences pour voler de leurs propres ailes. Ceux qui le souhaitent pourront également se faire évaluer et valider un module nécessaire à l'obtention d'un diplôme spécifique. Madame Albrecht-Rouillère, cette formation apiculture, bien que proposée donc par le lycée agricole de Château-Salins, est portée par le centre de formation ici de Courcelles-Chaussy. Il y a des échanges, des partenariats qui sont établis entre les établissements? Oui, le lycée de Château-Salins, c'est la même maison, c'est le ministère de l'Agriculture. Ouais. Dans le 57, donc nous collaborons ensemble pour pouvoir pleinement répondre aux besoins du territoire. Le lycée de Château-Salins ne peut pas juridiquement porter des formations. D'accord, oui, c'est qu'un lycée agricole, ils n'ont pas de centre de formation. Voilà, ce n'est qu'un lycée. Voilà. Donc ils ont besoin de s'appuyer sur un centre de formation adulte. Donc nous sommes présents aussi sur le département et c'est ainsi que nous travaillons en bonne intelligence pour répondre au maximum aux besoins des entreprises et des particuliers. Et là, en l'occurrence, nous répondons aux besoins des personnes du Saulnois. Alors que ce soit les formations continues ou les formations courtes, vous notez qu'il y a un engouement pour ce type de formation au contact de la nature, au contact de l'environnement? Oui, depuis le confinement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se rapprocher de la nature, qui veulent être un peu plus acteurs et de leur consommation et de la façon dont sont produits les choses. Donc effectivement, nous avons beaucoup de stagiaires en maraîchage biologique qui font une formation durant 1 an et qui ont le projet de s'installer en tant que maraîchers, plus spécifiquement maraîchers biologiques. Donc là, on a des personnes de tout horizon que nous accueillons dans nos murs. Oui. D'accord, qui ont déjà des compétences au début ou alors ils partent de zéro? Pour certains, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Ça va du banquier luxembourgeois au professeur des écoles. Voilà. Ils veulent un retour, d'autres valeurs. Voilà. Et vous recevez combien de stagiaires par an? Alors le CFPPA est un centre de formation du ministère de l'Agriculture qui est déjà assez conséquent. C'est environ 150 000 heures stagiaires, soit une centaine de stagiaires en formation longue et beaucoup de personnes qui sont là chez nous pour quelques heures. À la rentrée de septembre 2022, vous allez justement proposer de nouvelles formations. Oui, pour répondre aux besoins, nous développons le CAP métier de l'agriculture et le BP agroéquipement maintenance des équipements. Ces 2 formations sont financées par la région Grand Est parce qu'on a identifié 2 métiers en tension qui sont les métiers de salarié agricole et le métier de technicien, mécanicien, maintenance agricole de premier niveau déjà. Ouais. Voilà. Donc voilà, nous allons essayer de pourvoir aux besoins. Donc là, des formations aussi réservées aux adultes? Aux adultes. Sur 1 an? Sur 1 an, oui, tout à fait, en 1 an, rémunéré. Ah, oui, donc le stagiaire est rémunéré tout le temps de la formation et la formation est financée par la région. D'accord, il y a déjà des candidats inscrits? Oui, alors dans les métiers de l'agriculture, nous avons déjà rempli aux 3/4 la formation. Ça s'étend, nous avons toutes sortes de profils, mais des gens entre 35 et 45 ans, de l'informaticien en reconversion à du chauffeur poids lourd, fraiseur-tourneur, voilà, des gens qui veulent retourner sur nos exploitations, à la campagne. Et par contre, sur le brevet professionnel en maintenance agricole, nous commençons tout juste le recrutement, donc il reste de la place, même s'il n'y a que 6 places. Donc vous voyez, ce sont des formations avec des petits groupes. Donc ça aussi, c'est gage aussi de qualité parce que les personnes vont en plus aller en immersion très souvent dans des grands groupes. Nous avons une collaboration avec un grand concessionnaire local qui lui-même cherche de la main-d'œuvre et n'en trouve pas. Donc il s'associe à nous pour mettre à disposition son savoir-faire, ses techniciens, ses machines, montrer aussi du matériel moderne
à nos stagiaires. Et là aussi, vous reprenez les bases parce qu'un oui. chauffeur poids lourd, il a peut-être Exactement, zéro non, voilà, compétence en mécanique. c'est pour des personnes qui débutent. Nous nous chargeons de les former durant ces 10 mois de formation. Madame Albrecht-Ruyère, merci de nous avoir accueillis sur votre site ici à Courcelles-Chaussy et de nous avoir présenté le centre de formation. Si les personnes sont intéressées, elles peuvent trouver toutes les informations sur le site internet. Tout à fait, sur le site internet, il y a un espace sur lequel ils peuvent déposer leurs demandes. Il y a aussi nos coordonnées téléphoniques et par mail. Et nous serons ravis de pouvoir répondre à toutes les demandes. Il est encore temps là de s'inscrire à une formation pour la rentrée de septembre? Oui, pour la plupart, elles ne commenceront qu'en septembre, certaines en octobre. Donc oui, il est encore temps. Notre période de recrutement bat son plein, mais il reste des places et nous étudions toutes les possibilités et surtout, nous faisons un parcours adapté à chacun. Donc nous individualisons les parcours par rapport au profil, l'expérience de chacun des candidats. D'accord, très bien, merci beaucoup. Les élèves de 3e des sections SECPA du collège Pierre Messmer de Sarrebourg se mobilisent également pour la préservation de la biodiversité. Ils ont conçu et fabriqué un hôtel à insectes, un équipement commandé par la sous-préfecture de Sarrebourg. L'hôtel à insectes a été installé dans les jardins de l'institution. Cela fait déjà quelques années que les élèves des sections Habitat et Hygiène, Alimentation et Services confectionnent des équipements à destination des institutions publiques. Ces commandes leur permettent de mettre en application leurs connaissances et leurs compétences. On écoute des élèves qui ont participé au projet ainsi que le principal du collège Pierre Messmer au micro de Ghislain Schumacher. La première chose qu'on a réalisée, c'était l'encadrement. Faire le tour de l'hôtel insecte. Puis après on a fait les étagères. Puis après on a commencé par trouer les troncs. Ça les apporte beaucoup de connaissances, du ponçage. Et de la découpe surtout. En interne, ça permet déjà de restaurer ou d'instaurer la confiance chez les élèves de SECPA. Et en fait, c'est vraiment la joie de voir l'objet confectionné, réalisé et valorisé tel qu'on vient de le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour les élèves. Et c'est aussi une valeur ajoutée pour la SECPA du collège puisque l'image est tout à fait positive. C'est vraiment la tête de gondole de l'établissement. On a même des élèves qui sont dans les filières classiques, qui demandent à aller en SECPA ou des parents qui voudraient inscrire directement leurs enfants là où ça se passe, là où on réalise des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour l'établissement. Parlons à présent de cartons. On a tendance à les conserver et à les entasser dans notre cellier ou dans notre cave sans finalement les réutiliser. Emmanuelle Bach, elle, leur donne une toute autre vie. Cette habitante de Créange réalise de véritables œuvres d'art en carton, de la décoration, mais aussi des meubles. Le portrait de cette artiste avec ce reportage d'Emma Facchetti. Avec simplement quelques morceaux de carton, Emmanuelle Bach réalise des véritables œuvres d'art. Salariée dans le secteur de la chimie pendant 13 ans, la créatrice a tout quitté pour vivre de sa passion, réaliser du mobilier en carton. Une matière première qu'elle récupère directement chez les commerçants et les particuliers. Tout ce qui est fin comme ça, c'est pas la peine. Ça me sert pas. Okay. Bon, après si, pour faire de la pâte de carton, mais j'en ai déjà assez. J'essaie de récupérer au maximum les cartons de très bonne qualité, bien costauds. Au niveau, quand on appuie dessus, qu'on sente qu'il a une certaine dureté. Après, quand j'en ai de moins bonne qualité, ils vont me servir pour d'autres confections, on va dire, où je rajoute encore des choses dessus et qui me permettent de masquer un peu la mauvaise qualité du carton. Pour donner une seconde vie à ces vieilles plaques, direction l'atelier. La créatrice mesure, découpe, je fais des morceaux, plie, enroule et colle le carton, étonnamment résistant. C'est un peu comme le bois, je dirais, mais même mieux que le bois, parce qu'en fin de compte, ça se cintre, ça se travaille, ça se plie facilement, donc on arrive à faire beaucoup de petits meubles. Derrière son plan de travail, plus de 200 articles sont stockés sur les étagères. Des couronnes de fleurs, des boîtes et des cadres. Une inspiration qu'elle puise sur des sites internet ou dans son quotidien, dans une démarche écologique. Là, ce contenant, c'est parce que je me suis dit, j'ai été dans une démarche de recyclage. Je dis, on a tellement de boîtes qui contiennent du sucre, de la farine. Là, c'était une boîte avec du sucre. Et puis, je l'ai réhabillée avec de la dentelle de carton. C'est de la boîte à œufs, c'est du papier de récupération. Si depuis 3 ans, la fabricante confectionne ses objets en série qu'elle vend sur les marchés, elle espère qu'un jour, elle exposera ses œuvres dans des salons d'exposition et boutiques de créateurs. J'aimerais bien faire plus des objets artistiques, du mobilier, des chaises, des fauteuils, des grands miroirs, des abat-jours. En attendant, Emmanuelle Bach compte réaliser une formation d'ici la fin du mois pour être certifiée experte dans le domaine du carton.
Les initiatives zéro déchet se développent de plus en plus en Moselle et cela peut s'appliquer aussi en couture. Rencontre avec 2 créatrices, à Metz et à Florange. L'une réalise des éponges avec des chutes de tissu, l'autre confectionne des robes avec des matières insolites. Le reportage est signé Emma Facchetti. Couture rime avec écologie. D'un côté, des objets en tissu, de l'autre, des vêtements en matériaux usagés. À Florange, cette créatrice confectionne des articles zéro déchet en tissu, des lingettes aux protections hygiéniques, en passant par des pochettes à savon. Il y en a pour toutes les tailles et toutes les couleurs. La couturière puise son inspiration dans son quotidien. Il y a toujours des choses où il faut chercher. C'est pour ça que des fois, il y a des choses comme la pochette à couvert. J'ai mis du temps avant d'essayer de me dire, voilà, il faudrait quand même un truc qui, si les couverts sont sales, pas que ça soit imprégné dans le tissu, des petites choses, oui, il faut chercher. À son compte depuis 3 ans, la créatrice croule aujourd'hui sous les commandes. Elle réalise jusqu'à 90 lingettes en seulement 1 heure, un rythme effréné, sans oublier les bons gestes écologiques. Les chutes de tissu, je fais des éponges, c'est pour ça qu'elles n'ont jamais toutes la même taille. Et je rembourre avec les fameuses chutes de tissu. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres chutes de tissu qui sont plus importantes. Je fais des marque-pages, je fais des chouchous en fonction du morceau de tissu qui reste. À quelques kilomètres de là, à Metz, cette couturière fait de l'upcycling. J'aime bien les petits détails du coup. Le concept, récupérer des matières destinées à être jetées pour les customiser et leur donner une nouvelle vie, comme cette veste qui a demandé plus de 5 heures de travail. J'ai une amie qui est chineuse. Du coup, elle m'a chiné une veste de travailleur. Mais du coup, on a décidé ensemble de la customiser, lui donner du coup une nouvelle vie. Alors, il y a quelques années, j'avais acheté en fait un top en wax avec plein de chutes de wax. C'est un créateur en fait qui avait fait ça. La tunique, je ne la mets plus, donc du coup, je me suis dit qu'elle allait servir pour valoriser quelques pièces comme la veste. Depuis 5 ans, la couturière fabrique des vêtements et des sacs à partir de jeans, matelas gonflables et bâches publicitaires. Des matières rigides, pas toujours faciles à coudre. Ça glisse, c'est que c'est épais en fait, et que ça se retourne pas. Par exemple, quand je fais un tote bag, ça se retourne pas comme une matière souple. C'est tellement rigide qu'il faut trouver des astuces pour pouvoir la retourner sans qu'elle s'abîme en fait. Ces créations en tissu ou en matériaux recyclés se vendent essentiellement dans des boutiques et sur les marchés. On poursuit dans le zéro déchet. Lutter contre le gaspillage alimentaire, ça passe aussi par l'éducation des plus jeunes. Pour sensibiliser les collégiens, le département de la Moselle a lancé le concours Ma cantine durable sans gaspille auprès de 70 collèges publics dotés de restaurants scolaires. Durant une semaine, les équipes devaient établir des menus à partir de produits locaux, de saison et labellisés MOSL. En parallèle, les biodéchets consommables étaient pesés au retour des plateaux. La première place a été remportée par le collège Gabriel Piernet de Sainte-Marie-aux-Chênes. Pour féliciter l'établissement et les élèves, Thierry Bourson, chef du restaurant de la ferme à l'assiette, est venu prêter main forte pour confectionner les repas lors d'une journée spéciale. Et vous allez le voir, ça a plutôt plu aux élèves. C'est bon, super bon, c'est bon. Là pour l'instant j'ai goûté un peu les frites, là c'est trop bon. Meilleur c'est, moins il y a de gaspillage. Du goût. Des plats simples et préparés avec un maximum d'ingrédients locaux. La recette de la lutte contre le gaspillage alimentaire paraît assez simple. Grâce aux efforts du personnel et des élèves, la quantité de nourriture jetée a été réduite à 79 grammes par assiette contre 135 grammes en moyenne. Pour le chef de cuisine de ce collège, il est primordial que son équipe se mobilise pour proposer des plats de qualité. À nous de faire les efforts aussi en cuisine, de sélectionner les produits, de travailler les produits, de changer et de revoir nos méthodes de travail et vraiment d'évoluer dans ce sens. L'effort ne doit pas venir que des enfants. Des efforts qui n'auront pas été vains puisque le collège Gabriel Piernet a remporté le premier prix du concours Ma cantine durable anti-gaspi, mise en place par le département de la Moselle. Une manière d'impliquer les établissements mais aussi d'inciter les chefs à repenser leur menu. C'est une image revisitée et valorisante qu'on leur permet d'avoir au travers de leur capacité à devenir créatifs et de devenir des grands chefs au travers de produits, plus nobles encore, qu'ils ont la capacité de transformer et de valoriser. Et les élèves, eux aussi, ont leur rôle à jouer. Je prends que ce qui me donne envie
Et je fais tout pour... quand j'ai plus faim d'un truc, je demande si quelqu'un le veut. J'essaie de prendre un minimum de nourriture. Quand il y a de la nourriture que j'aime pas, j'en demande moins juste pour goûter. Et j'essaie de gâcher le moins possible. Il suffit de prendre ce qu'on veut manger ou ce qu'on est sûr de vouloir manger et voilà. Il faut essayer de, je dirais, anticiper sa faim, on va dire, pour ne pas prendre ce qu'on veut pas manger, quoi, en fait. Arrêter de jeter des assiettes entières à la cantine. Il faut prendre ce qu'on aime et ce qu'on a envie de prendre dans notre assiette. L'idée, c'est de leur montrer qu'on peut prendre du plaisir à la demi-pension, qu'on peut manger des choses variées, équilibrées, se faire plaisir et ne pas gaspiller. Paris réussi. C'était le meilleur repas qu'on a eu depuis le début de l'année. Merci, bon, très très bon. Merci. Je sais pourquoi je me suis levé à 5h30 ce matin. Voilà, c'est du bonheur, quoi. Du bonheur. Je vous propose à présent de découvrir un jardin exceptionnel, direction Bassam. Depuis 30 ans, François Guery, jardinier en retraite, s'applique à faire de son jardin un lieu extraordinaire. Plus d'une centaine de plantes ornent son jardin devant sa maison. Tim Girard a rencontré ce passionné à la main verte. Alors là, je présente la variété le Bajo, le bananier. Il a à peu près 24 ans. Ensuite, en bas, j'ai des azalées, des rhododendrons. Décoration des géraniums, pétunia, impatience. Là, j'ai un colibri. Ensuite, j'ai encore des pétunias, des géraniums. De son jardin, François Guery peut en parler durant des heures. Fuchsia rouge et rose, olivier, bananier, bégonia, sauge, œillet d'Inde, citronnier, oranger ou encore clématite. Ici, à Bassam, ce sont pas moins de 80 espèces différentes qui se côtoient, toutes en couleur et en harmonie. Pour cet ancien professeur de judo et ex-agent municipal espace vert de Terreville, ce jardin c'est son bébé et il y consacre toute son attention. Ce métier-là, il faut la taille. Toute l'année, il faut tailler, qui veut dire les rosiers, les arbres à fleurs, il faut tailler et arroser. Ça, c'est deux importants dans ce métier-là, arroser et de la taille. Tombé dans le métier à l'âge de 14 ans, François Guery n'a depuis jamais lâché l'arrosoir et le sécateur. Depuis 30 ans, pas à pas, il développe ce jardin et le mur de photos témoigne sans mal des différentes étapes de l'existence de ce jardin. Comme ici, à l'époque où le bananier était encore tout petit. Et depuis, il a bien grandi. Alors François a de quoi être fier et il partage cette passion avec de nombreux curieux. Je suis très fier de moi et quand j'ai des expositions, les gens ils me disent félicitations, surtout le 8 mai, quand il y a la brocante à Bassam, le 8 mai. Là, les gens ils me disent félicitations, on me regarde mon jardin et tout. Il a dit, moi je ne comprends pas d'avoir des citronniers, des orangers, des bananiers. Chez moi, je n'arrive pas à faire. Il faut connaître, il faut connaître. Près de 20 heures par semaine, François Guery s'occupe de ce jardin exceptionnel. Et pour les curieux qui souhaitent profiter des conseils de ce jardinier hors pair, la prochaine exposition aura lieu les 27 et 28 août. Et vous n'aurez qu'à parcourir l'avenue de Nieppe à Bassam pour découvrir ce jardin exceptionnel. Vous tomberez forcément dessus. Et comme chaque année, le jardin éphémère de Metz s'est installé place de la Comédie. Le thème cette année, en voir de toutes les couleurs. Pour l'inauguration, le temps était gris, comme on le voit sur ces images, signé Colline l'expert. Les jardiniers du pôle Parc, Jardin et Espace Vert de la ville de Metz ont d'ailleurs travaillé en collaboration avec les apprentis paysagistes du centre de formation de Courcelles-Chaussy pour imaginer et aménager ces espaces de nature. Un véritable îlot de fraîcheur en plein centre-ville de Metz. Je vous invite à y faire un tour, vous pouvez en profiter jusqu'à la mi-octobre. Et c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité tout au long de cette saison. Naturellement Moselle se met au vert durant ces 2 mois d'été. Je vous souhaite de passer de très belles vacances, déconnectées, ressourçantes, au cœur de la nature. Bye bye. Le parc animalier de Sainte-Croix vous a présenté Naturellement Moselle.